Je vais me présenter. Donc, moi, je travaille en médecine polyvalente à Mamoudzou. Donc, c'est un peu moins épidémique que la lèpre. Mais je vais parler d'une petite niche qui commence à nous interpeller dans l'océan Indien. C'est possible de mettre le diapo ? Donc, on a fait cette présentation avec le docteur Karim Abdelmoumen qui travaille à La Réunion. Et on a essayé de recenser avec le laboratoire aussi les cas depuis 2016. Donc je vais parler de la mélioïdose pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Donc là, on va s'intéresser à une grande famille qui s'appelle la famille de Burkholderia, qui contient énormément de bactéries et dont l'intérêt pour nous est que cette bactérie est présente dans tous les écosystèmes, dans la terre, donc dans tout l'environnement, chez les animaux et chez l'être humain. Elle contient énormément d'espèces et l'espèce qui nous intéresse est Burkholderia pseudomalei, donc l'agent de la mélioïdose. Donc c'est un BGN intracellulaire facultatif qui a comme caractéristique d'être présente un peu partout de manière commensurale dans l'eau et les sols humides et qui est habituellement endémique dans les pays tropicaux. Et l'intérêt de ce topo est de définir est-ce que l'océan Indien est maintenant considéré comme une zone endémique. Sa pathogénicité est très importante du fait de 6 mécanismes toxiniques de sécrétion de toxines dont on ne va pas parler maintenant, et d'un pouvoir de survie et donc de forme latente qui va donc expliquer que c'est très important de traiter longtemps ces patients et du risque de rechute pour une pathogénicité très importante. Cette maladie a également été reconnue comme une maladie tropicale négligée avec une réelle nécessité d'alerter les praticiens pour une meilleure prise en charge. Donc rapidement, l'histoire de ce pathogène, c'est Alfred Whitmore, un pathologiste anglais qui a fait son service militaire en Birmanie. Il a été responsable de l'hôpital de Rangoon et il a décrit en fait en 1912 avec son collègue Dr Krishnaswamy 38 cas d'une bactérie qu'il ne savait pas comment définir, mais qui ressemblait beaucoup à la bactérie de la morve. D'ailleurs, mélioïdose, en fait, ça vient de l'étymologie est la maladie de la morve, mais qui avait quand même une croissance bactérienne différente. Il n'y avait pas l'atteinte des chevaux qui était habituellement connue avec la morve, et ils ont fait la première description de cas. Ensuite, M. Krishnaswamy a décrit 200 autres situations. Les premiers cas étaient décrits, donc 32 cas des 38, c'était chez des patients sur des injections de morphine. Ensuite, le pathogène a été donc décrit à Madagascar, à l'Institut Pasteur, d'abord chez les cochons d'Inde, puis chez les porcs. Et c'est ensuite lors de la guerre d'Indochine, avec de nombreux cas chez l'homme, qu'on a commencé à s'intéresser à la maladie, puisqu'il y a eu environ 100 soldats français, puis 300 soldats américains. Il y avait eu même le terme de Vietnamese time bomb, puisque c'est des patients qui s'aggravaient dans un deuxième temps de façon vraiment très grave, qui a fait alerter un petit peu les scientifiques. En France, on a connu l'affaire du Jardin des Plantes avec une épidémie chez les chevaux en 1970. Et aujourd'hui, donc c'est un pathogène qui appartient en France depuis 2006, il me semble, qui appartient aux micro-organismes et toxines, donc des agents de bioterrorisme qui nécessitent une vigilance accrue pour la surveillance épidémiologique notamment. Donc la mélioïdose, sa caractéristique, c'est qu'elle est présente donc partout, le sol, l'eau, elle résiste à des conditions extrêmes, elle est disséminée par les vents, les cyclones, et elle peut donc toucher tous les animaux comme vous pouvez le voir, et toucher l'homme bien sûr. Et une contamination peut être décrite par l'inhalation, par le contact, donc toute forme de contamination, ce qui fait que c'est vraiment un exemple, selon moi, typique d'une prise en charge One Health indispensable, c'est-à-dire de coordonner en fait une surveillance épidémiologique et ou clinique donc chez l'homme, dans l'environnement, pour avoir des actions conjointes pour mieux surveiller et mieux prendre en charge cette maladie.
Donc chez l'homme, le tableau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tableau de fièvre. Les deux atteintes principales sont les atteintes pulmonaires qui peuvent être vraiment polymorphes, nodulaires. On a eu donc dans la série de Mayotte un cas, c'était une masse chronique, des SDRA, des atteintes alvéolaires, des excavations un peu absédées, donc qui ne font pas forcément évoquer le diagnostic initialement. Et on va toujours avoir tendance à chercher le tropisme neurologique avec une méningite. D'ailleurs, on a eu un abcès là, en janvier qui s'est dégradé, qu'on a dû transférer à La Réunion, puisque on sait que ce pathogène est très virulent et très agressif une fois qu'il devient bactériémique. En fait, il y a une atteinte vraiment septicémique avec des syndromes de défaillance multiviscérale, un choc septique. Dans les études, on retrouve des facteurs de risque, notamment le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance pulmonaire, mais je voudrais quand même souligner que pas que. On a eu des patients, notamment sur notre petite série, qui sont pas immunodéprimés, qui n'ont pas de facteurs de risque forcément, donc il faut y penser pour tout le monde quand on sait que le pathogène est potentiellement dans l'environnement. Ce qui est alertant, c'est la mortalité, 60 à 80% dans certaines descriptions, en fonction des lieux où les maladies sont prises en charge. Le traitement, pour entrer dans les détails, c'est en général une combinaison de bithérapie entre ceftazidime, méronème et Bactrim, et on fait un relais oral sur minimum 3 mois per os pour être sûr de ne pas avoir une rechute à long terme. Donc l'enjeu, pour moi, dans cette présentation, c'est de dire que l'enjeu diagnostique est très important, puisque les traitements de première ligne ne sont pas habituellement les traitements qu'on a tendance à mettre, en tout cas en hospitalier. Ça reste une maladie quand même assez hospitalière devant ce même tableau. Et donc l'enjeu diagnostique est très important. Rapidement, l'épidémiologie, on a toujours tendance à associer la mélioïdose comme la maladie du voyageur. En tout cas, en Europe, c'était une maladie qui était connue comme venant d'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, la photo à gauche, c'est surtout des campagnes en Asie du Sud-Est et en Australie du Nord qui montraient que les personnes exposées, donc les agriculteurs, les gens qui travaillaient dans les jardins, devaient faire attention, puisque donc l'épidémiologie actuelle, c'est principalement en Asie du Sud-Est, c'est quand même une incidence qui est autour de 100 à 200 000 cas chaque année et des décès à environ 150 000 cas chaque année. Pour un ordre d'idée, le palu, je crois que c'est dans les 600 000 cas. Donc c'est quand même beaucoup pour une maladie qui est peu connue. Et ailleurs qu'en Asie, en Europe, ça a toujours été considéré comme une maladie du voyageur ou alors une maladie de l'animal. Pas trop rapporté chez des patients. Cependant, en Afrique et dans les Amériques, on a plusieurs cas sporadiques, notamment en Afrique et en Amérique centrale, et qui sont des cas autochtones. D'ailleurs, il y a eu des analyses des souches qui ont été faites dans plusieurs travaux, et en Afrique, on retrouve des liens entre les souches asiatiques et africaines qui expliquent une réelle endémicité dans les autres continents. Aux États-Unis également, des travaux ont montré qu'il y avait des souches dans l'environnement. Il y a eu d'ailleurs un peu un scandale en 2021 où les États-Unis pensaient que c'était dû à un spray en fait d'aromathérapie, et c'est suite à ça qu'ils ont fait des travaux pour isoler les souches et qu'ils se sont rendus compte que en fait le pathogène était présent aux États-Unis. Ces images, c'est une étude un peu de probabilité qui a comparé les cas, donc à gauche, actuellement la prévalence, donc les points noirs, à droite la persistante dans l'environnement de Burkholderia pseudomallei dans les sols, et donc en bas surtout des pays qui ont été soulignés comme nécessitant une alerte à renforcer, puisque potentiellement source d'une endémicité qui peut s'aggraver. Quid de l'outre-mer? Donc avant 2016, des cas sporadiques avaient été décrits, 2 cas à Mayotte, 1 cas à La Réunion, mais je voudrais dire la bactérie tournait un petit peu autour de nous, puisque des cas pareils ont été décrits à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles, et laissaient présager que le pathogène était présent dans l'environnement. Donc, on en a déjà pas mal parlé. Pour situer Mayotte, donc c'est à l'entrée nord du canal du Mozambique, 300 000
habitants, une population qui est globalement jeune. En pointillé, on voit la population de général, l'âge moyen en métropole, et sur les courbes colorées, l'âge à Mayotte, donc une population en moyenne, enfin principalement en dessous de 60 ans, avec énormément d'enfants, et un niveau de vie très pauvre. Trois quarts des patients, de la population de Mayotte vit sous le seuil de la pauvreté nationale. Pour comparer, c'est à peu près la moitié en Guyane, qui est le deuxième département le plus pauvre en France, et 14% en métropole. Donc, est-ce que la mélioïdose à Mayotte augmente? Donc, nous, on a pris les cas depuis 2016 avec l'aide du laboratoire. Donc, il y a eu 18 patients inclus. On a travaillé avec La Réunion pour mettre en lien nos données. 8 patients à La Réunion, 10 patients à Mayotte. En moyenne, une incidence plutôt stable, hormis 2023. Mais j'ai l'impression que dans beaucoup de présentations, 2023 ressort. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'explication particulière. Donc, tous les cas, sauf un, ont été diagnostiqués pendant la saison des pluies. Ce qui me semblait important, c'est qu'à La Réunion, il y a eu 7 cas, enfin, sur les 8 cas, tous étaient importés. Un d'Asie, donc le tableau plutôt classiquement retenu, et 7 de Madagascar, là où à Mayotte, 5 cas étaient importés, donc 3 des Comores et 2 de Madagascar, et 50% des patients, donc 5 cas sur 10, n'avaient absolument pas voyagé, et je vous assure que l'interrogatoire est strict. Un logement insalubre, puisqu'on pouvait imaginer qu'il y a une contamination par les sols, comme ça avait été décrit en Asie, était systématiquement demandé, en tout cas pour les patients à Mayotte. Et on a quand même remarqué que dans 6 patients sur les 10, c'était un niveau socio-économique élevé, avec un logement dur, pas forcément une exposition à des animaux, ce qui laisse quand même le message qu'il faut y penser, même quand le contexte n'est pas forcément évident sur le papier. Donc nos patients, c'était une moyenne d'âge de 58 ans, prédominance d'hommes, et les facteurs de risque principaux étaient le diabète, en moyenne très déséquilibré chez nos patients, et l'insuffisance rénale chronique. Ce qui a été important, c'est la mortalité. Alors la cohorte réunionnaise avait la moitié de ses patients qui sont décédés. Donc on a discuté, enfin on est en cours de discussion avec le CNR pour étudier ces souches. Malheureusement, je peux pas vous apporter plus de réponses aujourd'hui puisque c'est en cours. Mais a priori, pour l'instant, on n'a pas d'autres facteurs de risque évidents qui expliquent que les patients étaient plus graves. Il n'y avait pas de délai diagnostique par rapport aux symptômes plus tardifs. En tout cas, c'était 50% de leurs patients. Et nous, on a eu un patient décédé après un syndrome de défaillance multiviscérale. À noter, il y avait eu un délai diagnostique tardif. Je vais y revenir après. Donc la présentation de nos patients, c'était très protéiforme. On a tendance à penser que la mélioïdose, c'est une pneumonie fébrile, à la limite une méningite fébrile, enfin des abcès fébriles, mais en fait non. On a des pneumonies, on a des atteintes cérébrales. Alors il y a eu plusieurs cas de thrombose. J'ai essayé de regarder les bilans de coagulation. Il n'y a rien de particulier en bilan de routine. Et après on a eu des abcès hépatiques, des abcès spléniques, une myocardite, infection urinaire, et l'atteinte cutanée qui est assez décrite. Nous il n'y a eu que 2 cas qui étaient à La Réunion, donc j'ai que cette photo, je suis désolée, avec une myosite dessous. Voilà. Rapidement, pour les patients spécifiquement de Mayotte, les 10 patients, il y avait quand même 7 patients sur 10 qui avaient une atteinte pulmonaire associée aux autres atteintes. Ce qui m'a semblé important, c'est donc tous n'avaient pas un logement en terre, donc il y avait parfois pas de contamination évidente, ce qui laisse penser que dans l'environnement, il est peut-être plus commensal que ce qu'on pense. Et il y a un délai de diagnostic qui n'est pas forcément précoce, alors que le diagnostic se fait sur des hémocultures. Mais après, on sait le biais logistique, il faut que les hémocultures soient répétées, suffisamment remplies, etc. Mais dans l'enjeu thérapeutique que ça engendre, c'est à noter que le diagnostic doit vraiment être recherché et donc répété, puisque on a eu des situations où on voit à J14 le diagnostic a été fait. J14 d'hospitalisation, pardon. J'ai eu la chance d'être mise en relation avec Karine Laroucault et Laure Domergue. Donc, Laure Domergue est vétérinaire à Mayotte, je crois, va faire une présentation. On s'est posé la question de s'il y avait eu des travaux sur l'environnement. Alors,
C'est pour l'instant le début. En fait, il y a eu des screenings sérologiques de bovins qui sont faits de façon un peu systématique, il me semble, surtout pour la surveillance de la brucellose. Et il y a eu 11 cas de sérologie Burkholderia qui est revenue positive. Alors ça reste la sérologie bactérienne avec toutes ses limites, un peu disséminée. Donc c'est les étoiles à droite que j'ai mises sur la carte de Mayotte, qui nécessitent donc plus de travaux pour être complétés. On a mis en lien les détenteurs des échantillons d'eau de l'épidémie de choléra avec Karine Laroucault pour voir si justement ils pouvaient analyser la présence du pathogène dans les sols, mais pour l'instant c'est en cours de travail. Donc, selon moi, les messages clés, c'est qu'on a une incidence qui est plus décrite, en tout cas, croissante. On ne sait jamais pour nous si c'est vraiment une incidence croissante ou alors plus de recherche ou alors une amélioration diagnostique. En tout cas, il y a plus de cas décrits. On avait toujours associé ça à une pathologie des voyages, mais nous, en tout cas, à Mayotte, on pourrait parler peut-être d'une endémicité mahoraise. Ça reste relatif et peu de cas, mais en tout cas, on a des cas autochtones à Mayotte. Le diagnostic est difficile puisque les tableaux sont polymorphes, graves, les antibiotiques de première ligne ne sont pas forcément efficaces et donc ça nécessite vraiment d'y penser spécifiquement, surtout au vu de la mortalité. Et selon moi, ce qui est important, c'est vraiment la collaboration multigéographique sur l'analyse des souches dans l'environnement et sur le travail pluridisciplinaire avec les vétérinaires, avec le travail One Health pour essayer de mieux contrôler et mieux connaître la maladie. Voilà, merci pour votre attention et pour l'organisation du congrès. Très bien, bravo et merci beaucoup Colline pour ce panorama. On est un petit peu en retard, donc on aura le temps juste pour une question, si éventuellement il y en a une. C'est une question très courte en plus. Tu as montré la répartition chez les animaux. Est-ce qu'on a une idée de la répartition des patients sur le territoire? Est-ce qu'ils viennent tous du même endroit ou c'est réparti partout? J'ai essayé de regarder, en tout cas pour les patients de Mayotte, et on n'a pas le lieu de vie. Ok. Donc déjà même le logement, mais on n'avait pas le lieu de vie et je me suis dit que les adresses dans le logiciel sont trop fausses pour être interprétées. Et du coup, est-ce que tu as la profession des gens ou... Il me semble que oui. Ou alors... Pas tout le temps, ouais. Mais je pense que je l'ai mise. Mais c'était pas toujours des agriculteurs. Notamment le cas qu'on a eu en janvier, c'était un professeur, je crois. Il n'y avait pas de comptage évident. Okay. Il vivait dans une maison en dur. Ouais, parce que pour les maisons en dur, je pensais aussi aux activités secondaires qui ne sont pas forcément la profession, mais il y a beaucoup de gens qui vont dans les champs quand même parce qu'ils ont une petite parcelle. Donc je me demandais si ça avait été interrogé, ça. Donc la profession, il me semble l'avoir, et il n'y avait que 2 agricultrices rapportées en tout cas. Et dans les activités, alors j'ai pas récupéré les fiches de DO parce que c'est noté, il me semble, sur la fiche de l'ARS pour l'avoir faite deux fois, mais j'ai pas notion.